Bien, merci de votre présence. On va pouvoir commencer pour ce conseil municipal qui a quand même une grosse consonance budgétaire, comme tous les conseils municipaux à cette époque dans toutes nos collectivités. Je ne voudrais pas commencer ce conseil sans que vous inviter à respecter une minute de silence à la mémoire de Sabine Opillard, notre sous-préfète, que nous avons malheureusement pas suffisamment eu l'occasion de côtoyer et d'apprécier. Son départ est évidemment totalement imprévisible et brutal. Donc, les conditions de son décès ont créé quand même beaucoup d'émotions au niveau local, bien sûr, mais aussi au sein des personnels de la sous-préfecture, avec aussi une conséquence importante pour son fils, qui se retrouve tout d'un coup, en moins d'un an, orphelin de père et de mère. Voilà. Donc je vous invite à respecter une minute de silence en mémoire de Sabine Opillard. Je vous remercie. Nous allons procéder à l'appel. Grand-Champ Jacques présent. Walker James. Présent. Godet Christelle. Présente. Guédon Éric. Présent. Giraud Dominique. Pouvoir à Françoise Grobel jusqu'à ce qu'elle nous rejoigne. Hénard Pascal Machet. Hénard Machet Pascal. Je s'appelle toujours Pascal Hénard Machet normalement. Le Rouillet Alexia. Barthes Georges. Degnaud Sylviane. Girardot Marie-Claude. Tournier Gilles. Barater Robert Pouvoir à Marie-Claude Girardot. Grobel Françoise. De Curninge Philippe. Grobel Bernadette. Dufournelli Pouvoir à Bernadette Grobel. Ménet Julien Marc, absent, donc pouvoir à Philippe de Curninge. Commandant Dominique, pouvoir à Pascal Hénard Machet, j'arrive pas, j'ai mal écrit. Coulombel Jérémy, pouvoir à Alexia Lerouillet. Raffos Valérie, pouvoir à James Walker. Et Debout Jonathan, pouvoir à Éric Guédon. Arandel Stéphanie. Giglet Elisabeth. Sigval Claude, pouvoir à Brigitte Perrault. Jean-Marc Dagan. Christophe Méchouk, pouvoir à Jean-Marc Dagan. Et Noël Duvant, pouvoir à Elisabeth Giglet. Bien, le quorum étant largement atteint, on peut passer à la désignation de la secrétaire de séance. Et je vous propose sans surprise de retenir la spontanée candidature de Françoise Grobel. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent, qui s'abstiennent? Encore une fois, félicitations à toi, Françoise, et merci d'accepter ce rôle. Le procès-verbal du conseil municipal du 10 mars dernier, donc vous l'avez reçu. Est-ce qu'il y a des observations? Est-ce qu'il y a des questions particulières? Pas d'observation, pas de questions particulières. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. L'état des délégations. Est-ce que cet état de délégation soulève des questions, des interrogations? Pas d'interrogation. Très bien. Donc, avant de procéder à la suite du déroulement de ce conseil municipal, je voudrais rappeler quelques petits points particuliers. Le premier point, c'est relatif à
à la délibération que vous avez en numéro 24, qui est une délibération concernant la subvention à la convention avec la Maison des Arts du Léman. Donc nous avons pris la décision de reporter cette délibération au conseil municipal du 26 mai prochain à la demande de la MAL, puisque la convention ne serait pas finalisée suite à de nouvelles demandes de l'État et du conseil départemental de Haute-Savoie. Donc à la demande de la MAL, nous reportons cette délibération sur la convention avec la Maison des Arts et du Léman. Les 4 premiers points de l'ordre du jour concernent donc l'approbation des comptes financiers uniques, le fameux CFU, du budget principal et des budgets annexes. Donc, conformément à l'article L21-14 du Code général des collectivités territoriales, il convient de désigner un président de séance temporaire. Je propose de désigner M. James Walker, qui est contre, qui s'abstient. Très beau succès pour James Walker, qui va donc prendre la main pour les prochaines délibérations. Mais avant de le... On évoquait les délégations. C'était fait. Oui. Donc, avant de lui laisser la parole, je voudrais simplement, encore une fois, puisqu'on traite, après le DOB, on traite du vote du budget, dire vraiment toute ma satisfaction et ma fierté pour notre service des finances, brillamment piloté par Marvin Dumas, qui est ici, James Walker, adjoint finance vigilant, évidemment, et rigoureux, pour l'appréciation qui a été portée sur la gestion comptable de la commune. Donc, vous savez, il y a un indicateur de pilotage comptable qui est réalisé par la DGFiP à partir d'un ensemble d'items qui sont extraits de notre comptabilité. L'objectif de cet indicateur, c'est de donner un éclairage sur la comptabilité de chaque collectivité ou budget, en mettant en évidence un certain nombre de points forts et de points faibles pour identifier les marges de progression et suivre les améliorations apportées. Eh bien, cette année, la commune de Publié a obtenu la note de 100 sur 100. On ne peut pas faire mieux. Au début de la mandature, en 2021, nous étions à 64 sur 100. En 2024, 100 sur 100. Et donc, nous restons à 100 sur 100. Donc, c'est l'illustration de tout ce travail qui a été fait en profondeur par notre service des finances et je dis aussi par les chefs de service qui sont très impliqués maintenant dans la construction du budget. Donc, tout le monde prend sa part à la réalisation de ce bel objectif. Je serais très, très curieux de voir d'ailleurs le hit parade des communes du département de ce point de vue. Ça serait intéressant. Voilà. En tout cas, bravo. Et maintenant que j'ai pu faire cette introduction, je laisse la parole à James. Bon bah, sur ces beaux mots, moi je m'arrêterai bien tout de suite. Nous allons d'abord parler de l'approbation du compte financier unique. Vous le savez certainement, l'article 205 de la loi de finances pour 2024 a généralisé le compte financier unique. Et cela pour au plus tard l'exercice 2026, c'est-à-dire les comptes que l'on rend en 2027. Nous avons souhaité, et je vous en remercie, généraliser ce document pour le budget principal ainsi que ses budgets annexes dès maintenant, c'est-à-dire à compter du budget 2024 que l'on présente aujourd'hui, donc 2025. Pourquoi je vous en remercie? D'abord parce que c'est bien de nous avoir fait confiance, mais également parce que je trouve que le CFU a le mérite de condenser de façon détaillée et lisible les informations qui autrefois étaient beaucoup plus difficiles à trouver, même si par la force de l'habitude on savait où les chercher. Un néophyte qui se plongeait pour la première fois dans ce dédale des comptes des communes pouvait avoir quelques difficultés. Le CFU, pour bien des pages et d'une clarté que l'on doit souligner, même si un CFU, ça fait ces petits 180, 200 pages, quoi. Les comptes 2024 de notre commune se présentent bien. Vous avez dans la note de synthèse les grandes masses. Juste un point, vous avez 22 millions de prévisions d'investissement. Ça intégrait les 11 millions de dépenses d'ordre. Donc il ne faut pas prendre ce chiffre brut, il faut le prendre net. De même, les 25,9 millions de dépenses de fonctionnement sont pour plus de 10 millions des dépenses d'ordre. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce jargon,
Les dépenses d'ordre ne sont pas des opérations d'encaissement ou de décaissement effectif, mais des jeux d'écriture sans aucun flux financier réel. C'est-à-dire, généralement, vous avez les dotations, vous avez les amortissements, ce genre d'écriture. Pour 2024, le compte financier unique fait donc ressortir 11 millions de dépenses d'investissement et 15 millions de dépenses de fonctionnement. Nos recettes de fonctionnement hors excédent reporté s'établissent à 18,5 millions en 2024 contre 18,2 millions en 2023. C'est une progression, certes, mais c'est une progression qui est significativement beaucoup plus faible que l'inflation sur les 3 derniers exercices. Le résultat cumulé de 2024 est de 5 871 195 €. Quant à l'état de notre trésorerie, je vous renvoie à la page 39 du CFU. Elle baisse de 9 138 166 € à 5 934 026 au 31 décembre 2024. La différence a été affectée aux investissements qui n'ont pas demandé de recours à l'emprunt de ce fait. Ces informations très condensées, je vous demande de les retenir pour les discussions qu'on pourrait avoir lors des votes des budgets parce qu'elles sont essentielles pour bien comprendre les choix qui vont vous être proposés. Enfin, et c'est un chapitre qui me taquine toujours un peu, vous avez pages 107 à 119 du compte financier unique, les garanties données au titre d'emprunt contractés par des bailleurs sociaux. Elles se montent au conséquent niveau de 42 143 000 €, 189 au 31 décembre. D'autant, vous voyez que ces engagements ne s'amortissent pas. Ils restent extrêmement importants. Pourquoi ? Parce que ce sont des emprunts souscrits à des taux variables, à la différence des emprunts que nous avons sur la commune en direct. Donc là, on a une grosse masse très importante qui va prendre du temps à s'amortir, beaucoup de temps à s'amortir. Donc ces points étant soulignés, vous êtes invités à approuver le compte financier unique 2024 du budget principal. Bien entendu, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Des questions, des remarques ? Monsieur le maire, si vous voulez bien vous retirer comme un prince. Mais j'insiste, monsieur le maire. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci pour cette unanimité. Monsieur le maire, si vous voulez rentrer. Ces dames disent que vous pourriez profiter de la période de sortie comme ça pour leur cueillir un bouquet. Jamais d'avis, jamais d'avis. Budget annexe cimetière, approbation du compte financier unique 2024. Il convient maintenant de prendre connaissance du compte financier unique 2024 du budget annexe cimetière de la commune, dressé par monsieur le maire, reprenant sa gestion au titre de l'année 2024 et constituant l'arrêté des comptes de la collectivité territoriale pour l'exercice. Vous le savez, c'est un budget extrêmement simple et complexe à la fois, puisque c'est un budget de stock. Mais ici, il retrace seulement les constructions de caveaux et leur cession au strict prix de revient. Nous sommes donc sur un budget qui, à mon sens, ne nécessite pas de commentaires. On y reviendra après, parce que j'ai quand même quelques informations à vous donner dessus. Avez-vous des questions particulières que vous souhaitez poser ? Monsieur le maire, je suis vraiment navré. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Prends ton temps, Jacques, prends ton temps. Non, mais On a un maire branché, c'est bien quand même. Budget annexe sport, approbation du compte financier unique 2024. Eh bien, comme tout à l'heure, il convient de prendre connaissance du compte financier unique 2024, cette fois-ci du budget port. Nous avons là des opérations conséquentes, mais qui sont pour l'essentiel des opérations d'ordre. Arrêtons-nous aux opérations réelles pour constater que les locations ont rapporté 38 000 €, ce qui est très insuffisant pour couvrir les charges qui représentent 55 000 €. On a en effet un garde au port, une rémunération et quelques travaux d'entretien à conduire. Cela a nécessité, comme l'année précédente, le vote d'une subvention d'équilibre en son temps.
Je vous invite donc à approuver le compte financier unique du budget annexe port. Avez-vous des questions, des remarques, des réserves? Monsieur le maire. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Donc vous l'avez compris, la commune a généralisé le compte financier unique pour l'ensemble de ses budgets, y compris les budgets annexes, ce qui nous amène au budget ZAC de la Rive. Je vous renvoie à la page 6 du compte financier unique de la ZAC de la Rive, qui synthétise très bien ce qui s'est passé en 2024, c'est-à-dire rien. Je vous propose donc d'avancer. Ben non, il ne s'est absolument rien passé. Je vous propose donc d'avancer et de vous inviter à voter le compte financier unique 2024 du budget annexe ZAC de la Rive, sur lequel on n'a pas d'écriture particulière à part des écritures d'ordre. Des questions, des remarques, des réserves? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Dominique se défilait, elle ne voulait pas assister à ça. Budget principal, affectation des résultats 2024. La décision d'affectation des résultats porte sur le résultat excédentaire de la section de fonctionnement constaté au compte financier unique lors de la clôture des comptes. Cette délibération est postérieure au vote du compte financier unique de la collectivité et elle n'est nécessaire qu'en cas de besoin de financement de la section d'investissement, ce qui est notre cas, ou d'une volonté de mise en réserve facultative. Le résultat excédentaire de la section d'investissement ne s'affecte pas, il se reporte. L'excédent reporté de la section de fonctionnement après couverture obligatoire du besoin de financement de la section d'investissement est donc de 5 871 195 € et 49 centimes. On va laisser notre camarade bricoler à côté. Pour ceux qui souhaitent en connaître la décomposition, le solde d'exécution de la section d'investissement est de 6 203 479 €. Les restes à réaliser présentent un solde positif de 684 121 € du fait des subventions qui nous ont été notifiées, mais que nous n'avons pas encore encaissées. Ça représente quand même 1,8 million d'euros au 31 décembre. Ça nous donne un besoin de financement de 5 519 358 €, qui rapporté aux 11 390 553 € de résultats de clôture du budget principal, nous donne bien l'excédent dont nous avons convenu à l'instant, 5 871 195 € et 49 centimes. Le conseil municipal est invité à approuver l'affectation de ces résultats au compte 002, excédent de fonctionnement reporté. Monsieur le maire. Bien. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. La suite, budget principal, subvention exceptionnelle d'équilibre, budget annexe port. Vous savez tous que le port est un SPIC. Ces budgets annexes des services publics et industriels et commerciaux doivent obligatoirement être votés en équilibre et doivent être strictement financés par les recettes liées à l'exploitation de leur activité, redevances, tarification des usagers, etc. En conséquence, il est interdit pour les communes de prendre en charge dans leur budget général les dépenses au titre des SPIC. Services publics, industriels et commerciaux. Toutefois, il y a une exception possible et le conseil municipal peut décider d'une telle prise en charge lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance, eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs. Vous savez qu'on a dû faire plusieurs curages du port. La prévision des dépenses réelles totales de ce budget pour 2025 s'élève à 80 802 €.
La tarification du port est, elle, prévue à raison de 37 500 euros. Et les résultats reportés des deux sections s'élèvent à 11 147 euros. Dès lors, le projet de budget primitif présente un besoin de financement de 32 154 euros et 70 centimes. Nous avons modifié les tarifs du port en 2021 et 2022 de façon extrêmement conséquente. C'est pourquoi nous pensons qu'une nouvelle révision des tarifs en 2025 serait inopportune. D'autant que, vous le savez, notre concession arrive à échéance. C'est pourquoi le conseil municipal est invité à approuver le versement d'une subvention exceptionnelle d'équilibre du budget principal vers le budget annexe port à hauteur de 32 154 euros et 70 centimes. Monsieur le maire. Est-ce qu'il y a des questions sur ce budget du port, annexe du port? Pas de questions. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On passe au suivant. Budget annexe cimetière. Une autre demande de subvention d'équilibre, cette fois pour le cimetière. Par son activité de cession de caveaux, le cimetière est un service public à caractère industriel et commercial. En d'autres termes, un privé peut très bien réaliser des caveaux au cimetière. La réglementation des SPIC s'y applique. Je ne vous réexplique pas ce que c'est. Globalement, les ressources doivent compenser les charges. La commune ne peut pas prendre en charge dans le budget général ces dépenses. La prévision des dépenses réelles totales de ce budget pour 2025, hors déficit reporté et remboursement partiel du prêt versé par le budget principal, s'élève à 94 975 euros. La vente de caveaux au prix de revient est prévue à hauteur de 39 950 euros et 25 centimes. Alors, je suis navré pour les centimes, mais un, c'est une prévision, et deux, c'est le prix prévu. 34 950 euros et 25 centimes. Les résultats reportés des deux sections s'élèvent à 142 898 euros et 14 centimes. Certes, ce budget s'équilibre par la gestion de stock liée à l'acquisition de caveaux et à la revente au coût de revient. Toutefois, à la suite de la clôture des comptes 2024, un déficit de fonctionnement reporté de 3 590 euros et 90 centimes est constaté dû à une facturation, que je dirais erronée, de caveaux, créant un déséquilibre au sein de la section de fonctionnement du budget 2025. En fait, ce que je qualifie d'erreur, c'est surtout un mauvais glissage entre la fin des sessions sur une tranche et la nécessité de disposer de caveaux sur une tranche en construction. Or, les caveaux qui ont été affectés à ce moment-là n'avaient pas fait l'objet d'une délibération de prix. Donc on a appliqué le prix de l'ancienne tranche pour ne pas refuser l'accès aux caveaux aux familles. Donc tout ça est bien regrettable, mais il conviendra pour la tranche suivante que les tarifs aient pu être fixés à temps et pour ne pas renouveler cette bascule malencontreuse. Mais encore une fois, l'intérêt des familles prime, je pense qu'on en est tous d'accord ici et que vous n'avez pas de réserve là-dessus. Il ressort de cela que le projet de budget primitif 2025 nécessite le versement d'une subvention exceptionnelle d'équilibre de 3 590 euros et 90 centimes. Vous êtes donc invité à approuver cette subvention, monsieur le maire. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On passe aux APCP. J'ajouterai juste, si vous permettez, monsieur le maire, que la DGFiP n'a pas sanctionné la commune sur cet item, comprenant bien la situation très particulière à laquelle nous étions confrontés. Budget principal des autorisations de programme et crédits de paiement. Afin d'avoir une vision pluriannuelle des investissements, les principales opérations d'investissement sont suivies en autorisations de programme et crédits de paiement. On a déployé cette approche sur la commune à partir de 2022. Pour rappel, les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles sont valables sans limitation de durée jusqu'à leur annulation. Elles peuvent être révisées. L'autorisation de programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice des crédits de paiement ainsi qu'une évaluation des modalités de financement, ce qui est quand même une bonne chose quand on est sur des gros investissements comme ce qu'on réalise actuellement.
Le budget primitif de l'année ne tient compte que des crédits de paiement de l'année affectés par chapitre budgétaire. Les travaux portant sur l'autorisation 2023-02 réhabilitation de la mairie se sont terminés sur l'exercice 2024. Il est proposé de clôturer bien sûr cette autorisation de programme qui n'a plus lieu d'être, avec, et j'en félicite les services, une économie de 6,5% sur les montants initialement prévus, ce qui n'est pas si fréquent lorsqu'on est sur des travaux de cette importance. Par ailleurs, le budget primitif 2025 requiert le lissage des crédits de paiement pour les autorisations de programme 2022-01 reconstruction du groupe scolaire Saint-Exupéry, 2023-01 nouvelle salle des fêtes, 2024-02 aménagement secteur 10 parking paysager, 2024-03 aménagement secteur 1A quai entrée Est, ainsi que la création d'une nouvelle autorisation de programme pour gérer les dépenses dites imprévues de la section d'investissement, qui est d'ailleurs limitée à 2% maximum des dépenses réelles de la section et qu'on doit revoter chaque année. C'est-à-dire que celle de l'année précédente est fort close et on en revote une chaque année. Le conseil municipal est donc invité à approuver la clôture d'autorisation de programme réhabilitation de la mairie, la révision du montant des crédits de paiement des autorisations de programme, vous les avez dans les documents qui vous ont été adressés, puis de les affecter par chapitre selon l'échéancier pluriannuel présenté dans la note de synthèse. Approuver la création d'autorisation de programme de dépenses imprévues. Vous avez certainement été vigilant, vous avez vu qu'on a fait glisser quelques crédits de paiement de façon à pouvoir gérer l'ensemble des charges et coûts sur l'exercice 2025. Monsieur le maire. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. On poursuit. J'espère que je ne vais pas trop vite et que tout le monde peut suivre. Vote des taux d'imposition 2025. Par délibération, en 2024, le conseil municipal avait fixé les taux des impôts pour l'année 2024 à 15,78 pour la taxe d'habitation sur résidence secondaire, avec une majoration de taxe d'habitation sur la résidence secondaire qui pouvait aller à 60%. Taxe foncière des propriétés bâties 24,49 et taxe foncière des propriétés non bâties 25,16. Vous avez eu dans vos documents annexes le niveau des taxes pratiquées et au département et au national. Je sais que beaucoup trouvent que les taxes sont toujours trop élevées d'une manière générale. C'est un sentiment assez bien partagé. Je rappellerai simplement que pour la taxe d'habitation sur résidence secondaire à publier, elle est de 15,78. Au national, elle est en moyenne de 23,88. Que pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, elle est à publier de 24,49%, elle est de 39,74% en moyenne nationale, donc bien au-dessus. Et que sur la taxe foncière sur les propriétés non bâties, elle est de 25,16% à publier, elle est de 51,8% sur le territoire national en moyenne. Enfin, ce qu'il convient de retenir surtout de cette délibération, c'est que compte tenu de notre présente situation financière telle que je vous l'ai exposée tout à l'heure, il est proposé de maintenir les taux d'imposition sans modification en 2025. Et donc que le conseil municipal est invité à approuver cette non-modification des taux d'imposition. Monsieur le maire. Je pense que là, tout le monde se réjouira qu'on n'augmente pas les impôts. Donc, je soumets s'il n'y a pas de questions, je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Je précise que c'est de l'eau. Alors, approbation. Alors, nous sommes sur le budget principal, ouais. Budget primitif 2025. Il convient donc de voter ce budget primitif de l'exercice en cours. Chaque année, bien sûr, nous retenons les mêmes principes de prudence. Ainsi, en section de fonctionnement, cela s'exprime sur des recettes dans une prévision à 17,7 millions, malgré un réalisé en 2024, comme vous l'avez vu tout à l'heure, de 18,5 millions. Compte tenu des incertitudes qui pèsent au national, cette grande prudence ne me semble pas excessive, pour tout vous dire. Pour les dépenses, même principe, mais en miroir. Les charges à caractère général prévues à 5,4 millions en 2024, qui sont finalement établies à 4,7 millions
au compte financier unique, c'est-à-dire 13% en dessous de la prévision, sont budgétés à 5,3 millions, en retrait sur le budget précédent quand même de 2%. Bon, on est sur des ordres de grandeur qui sont, me semble-t-il, acceptables. Se fixer une marge de 13% sur les dépenses ne me semble pas exorbitant, contrairement à ce que j'ai pu voir dans d'autres budgets récemment. Les charges de personnel sont budgétées pour 7,7 millions contre un budget 2024 de 7,6 millions et au compte financier unique, une réalisation à 7,2 millions. L'écart entre le budget 2024 et le budget et le réalisé 2024 s'explique essentiellement par des postes vacants. Il n'y a rien de bien mystérieux. On est obligé de budgéter les postes, ils ne sont pas obligatoirement occupés. C'est ce qui explique cet écart. Les dépenses réelles de fonctionnement du budget primitif 2025 s'établissent à 15,7 millions contre 15,4 millions au budget primitif précédent, soit plus 2% pour une réalisation à 15,2 millions. Vous voyez qu'on est sur une projection de dépenses réelles de fonctionnement qui se veut non pas austère mais rigoureuse, puisqu'on est sur une évolution à plus 2%, avec la marge qu'on s'est attribuée, ça me semble être encore une fois quelque chose de tout à fait raisonnable. Les dépenses d'investissement hors solde d'exécution reportées, je vous rappelle le solde d'exécution reporté de 6,2 millions, mais restes à réaliser compris, les restes à réaliser 1,1 million, s'établissent à 15,1 millions. Vous avez une présentation générale en page 17 du budget primitif. Bon, globalement, je ne vois pas comptablement ce que je pourrais rajouter. Ça reste un niveau d'investissement extrêmement volontariste. C'est d'ailleurs pourquoi nous prévoyons d'en boucler le financement par un recours à l'emprunt de 4,1 millions, comme analysé en commission des finances. La commission des finances a eu à se prononcer sur le montant et sur la nature de l'emprunt. Les dépenses d'investissement sont détaillées pages 25 et 26 du budget primitif. Compte tenu des éléments présentés en débat d'orientation budgétaire et des éléments maintenant à votre disposition, je vous propose, si vous en êtes d'accord, d'avancer en vous invitant à approuver le budget primitif du budget principal, chapitre par chapitre, conformément au niveau de vote opéré pour ce budget. Monsieur le maire, je suis à disposition de chacun s'il y a des questions. Pas de questions. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Budget annexe cimetière. Vous l'avez compris, je me refuse à faire un vote bloqué des budgets. Je pense que le budget, ça mérite quand même qu'on examine budget par budget. En plus, c'est la réglementation. Comme chaque année, il convient de voter le budget primitif de l'exercice en cours. Nous sommes sur le budget annexe cimetière. Il s'appuie sur des prévisions de cession de caveaux qui sont très hypothétiques, bien entendu, et qu'on souhaite le moins nombreuses possible. Et pour les charges, sur la construction de nouvelles tranches de caveaux, nous sommes sur 30 caveaux, si ma mémoire est bonne, et d'un nouvel ossuaire. Nos ossuaires existants sont inutilisables. Ces travaux doivent être conduits sur 8 semaines, ce deuxième trimestre 2025, ce qui pourrait nous éviter d'avoir à nouveau à faire cette gymnastique dont nous avons parlé tout à l'heure. Monsieur le maire, je pense que le conseil municipal est invité à approuver le budget primitif du budget annexe cimetière. Je vous rends la parole. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations? Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On poursuit sur le port. Budget annexe port. Donc encore une fois, il nous faut voter le budget primitif. On est là sur les recettes courantes et la subvention d'équilibre. Je vous rappelle ce point extrêmement important. La concession portuaire arrive à échéance le 31 décembre 2026. C'est un point que beaucoup avaient oublié, c'est que nous étions sur une concession et donc avec une échéance. On a là un budget primitif de continuité dans ces flux financiers réels. Par ailleurs, compte tenu de la position que nous vous proposons de tenir au point 23 dont l'examen reste à venir,
nous n'accélérerons pas, si vous en êtes d'accord, le rythme initial des opérations d'ordre, notamment pour les amortissements. Classiquement, les amortissements doivent se terminer quand la concession se termine. Donc on est sur un budget de continuité, je dirais, comme on l'a vu tout à l'heure, qui nécessite un soutien du budget principal. Le conseil municipal est invité à approuver le budget primitif 2025 du port. Monsieur le maire. Pas de questions, pas de précision, c'est bon. Je soumets au vote. Qui s'abstient, qui est contre, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Oui. Pardon, juste une question qui d'ailleurs ne concerne pas les finances, mais une fois que la concession sera terminée, c'est l'État qui prendra la responsabilité de l'entretien? Alors nous aurons un intéressant débat sur la délibération finale. Que vous verrez, on vous a mis sur table une délibération légèrement amendée par rapport à la notion à la fois de port mais de littoral. Okay. C'est ce qui a changé par rapport à la première mouture. Mais on y viendra. Merci. C'est pour ça que je vous invitais à attendre le point 23 pour les questions d'avenir du port, parce que c'est vrai qu'il y a une vraie question sur l'avenir de nos ports. Non, vous êtes tout à fait pertinente dans votre main. Le vote a été prononcé à l'unanimité, donc James, je vous invite à poursuivre sur la ZAC de la Rive. La ZAC de la Rive. Comme chaque année qu'on vient de voter le budget primitif de l'exercice en cours, nous ne prévoyons pas d'investissement cette année sur ce budget, qui ne mouvementera qu'au titre des opérations d'ordre, c'est-à-dire les amortissements que nous avons à conduire, notamment pour les subventions qui avaient été touchées sur cette ZAC. Je ne vois pas de commentaire particulier, c'est vraiment du purement comptable. Monsieur le maire. Pas de questions, j'imagine, pas de précision. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. L'attribution d'une subvention au Centre communal d'action sociale de Publier. Le Centre communal d'action sociale est un établissement public administratif de la commune, souvent connu sous ce bel acronyme de CCAS. Il est chargé d'animer et de coordonner l'action sociale municipale. À cette fin, il perçoit chaque année une subvention de la commune destinée à équilibrer son budget de fonctionnement et d'investissement. Pour l'année 2025, nous vous proposons une subvention maximum de 230 000 €. De plus, il y aura une convention à signer parce qu'il convient de définir les modalités de mise à disposition des moyens par la commune au CCAS. Le conseil municipal est invité à approuver l'attribution de cette subvention. Attention, ne prennent pas part au vote. Alors, oui, c'est plutôt s'abstiendront de voter. Hein. Les membres du conseil d'administration du CCAS, donc à savoir Jacques Grandchamp, Christelle Godet, Nelly Dufour, Marie-Claude Girardot, Françoise Grobel, Robert Baratet et Jean-Marc Dagan. Donc, ces conseillers sont invités à s'abstenir sur ce vote, et uniquement à s'abstenir. Et je demande que ces abstentions soient bien enregistrées, de toute façon, qu'il n'y ait pas de méprise sur ce sujet-là. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Bon, ceux que j'ai désignés. Je vous remercie. Donc, approuvé, on va dire, à l'unanimité des votants. Voilà. Très bien. On peut passer à la suivante. L'attribution des subventions aux associations et approbation des conventions d'objectifs et de moyens. Toi qui bosses. Ouais, non, mais je viens d'avoir. Donc, certaines associations locales participent à la réalisation d'actions au service de l'intérêt général dans une démarche partenariale avec la commune. Elles contribuent donc de cette façon à la mise en œuvre des politiques publiques, en particulier dans les secteurs socio-éducatifs, sportifs, social, culturels. La commune souhaite soutenir ces associations, bien sûr, en leur octroyant des subventions en numéraire, mais aussi en nature, par le biais de mise à disposition de matériel ou de locaux. Ces subventions ont vocation à soutenir la réalisation d'un investissement, à contribuer au développement d'un projet ou au financement global de l'activité de l'association. Les subventions de plus de 23 000 € doivent faire l'objet d'une convention de moyens et d'objectifs. Néanmoins, il est apparu nécessaire de conclure de telles conventions avec d'autres associations
également, eu égard à la nature et au montant du projet. Donc, j'invite le conseil municipal à approuver l'attribution des subventions aux associations selon le tableau que vous avez en annexe, d'approuver les conventions d'objectifs et de moyens avec les associations et de m'autoriser à les signer. Est-ce qu'il y a des questions, des observations sur ces attributions de subventions? Pas de questions. Alors, on va soumettre au vote. Je précise que cette fois, ne prennent pas part au vote les membres des conseils d'administration du bureau des associations attributeurs de subventions. Donc, je les cite. Alexia Lerouillet, au titre de la crèche parents et tout petits. Sylviane Degnaud, Jacques Grandchamp, au titre de la Maison des Arts du Léman. La Maison des Arts du Léman. Robert Baratet, au titre du Secours Mutuel. Jean-Marc Dagan, au titre de l'association Auto Rétro Club. Et Elisabeth Giglet, au titre de l'association Women Safe and Children. Sous réserve donc de ces votes qui ne peuvent s'exprimer, je soumets au vote des autres. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité des votants. Je demande encore là aussi de bien noter la part exacte des votants et des non-votants. Protocole d'accord avec l'agence Barnoux pour la prise en charge de travaux. James. La construction de la résidence rue du Port, la grande résidence que vous connaissez tous, a nécessité la réalisation d'un ouvrage de ventilation en surface sur la parcelle 775. Le projet de création d'une voirie qui desservira le groupe scolaire Saint-Exupéry en partie sur la parcelle 776 qui est attenante nécessite de rehausser le terrain d'environ 70 cm afin de rattraper le niveau de la rue du Port. Ça entraîne la nécessité de rehausser l'ouvrage de ventilation de cette résidence. Ce sont des travaux qui ont été engendrés et nécessités par la création d'une voirie communale. Dès lors, il nous paraît logique de vous proposer de prendre en charge le coût de ces travaux, soit 5 150 € hors taxe. Donc, le conseil municipal est invité à approuver le protocole d'accord entre la commune et le syndic de copropriété, l'agence Barnoux SAS, relatif à la prise en charge de ces travaux et autoriser monsieur le maire à signer ce protocole. Monsieur le maire. Est-ce que ça soulève des questions, des commentaires? Bien, je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On passe maintenant aux ressources humaines, avec un sujet qu'on connaît bien, qu'on a déjà traité par le passé, mais qui revient d'actualité. C'est le mandatement du Centre de gestion 74 en vue de la conclusion d'une convention de participation à la complémentaire santé. Donc l'ordonnance 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique vient renforcer le dispositif relatif à la protection sociale complémentaire en instituant à compter du 1er janvier 2025 en matière de prévoyance et du 1er janvier 2026 en matière de santé une participation financière obligatoire des employeurs publics à des contrats d'assurance labellisés ou issus d'une convention de participation souscrits par leurs agents. Cette participation peut être accordée soit au titre de contrats et règlements auxquels un label a été délivré, soit au titre d'une convention de participation. La commune de Publier n'a pas attendu les délais obligatoires pour aider ses agents et a même accordé des montants supérieurs aux minima fixés par les textes. En effet, par délibération 2022-078 du 27 juin 2022, le conseil municipal avait instauré, dans le cadre de la procédure de labellisation, la participation à la couverture santé et ou prévoyance, souscrite de manière individuelle et facultative pour les agents, à hauteur de 30 € plus 5 € par enfant au titre du SFT pour le risque santé et de 20 € pour le risque prévoyance, tout ça à compter de septembre 2022. Elle souhaite toutefois participer à une consultation qui est organisée par le Centre de gestion 74 pour voir si l'offre d'une convention de participation par un contrat groupe santé pourrait encore mieux correspondre aux besoins des agents. Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Haute-Savoie a décidé de mener pour le compte des collectivités qui le demandent
une procédure de mise en concurrence afin de choisir un organisme compétent et conclure avec celui-ci, à compter du 1er janvier 2026, et pour une durée de 6 ans, une convention de participation sur le risque santé. À l'issue de cette procédure de consultation, la commune conserve l'entière liberté d'adhérer à cette convention de participation en fonction des tarifs et garanties proposés. L'adhésion de tels contrats se fera au terme de l'article 25 de la loi 84-53 du 26 janvier 84 par délibération et après signature d'une convention avec le centre de gestion 74. Le montant de la participation que la collectivité versera aux agents sera précisé à la signature de la convention, à l'issue du dialogue social qui a été engagé et après avis du comité social territorial. Le conseil municipal est donc invité ce soir à approuver cette démarche en mandatant le centre de gestion 74 pour mener à bien et pour son compte la procédure de mise en concurrence nécessaire à la conclusion d'une convention de participation pour le risque santé. Je précise bien santé. Donc, encore une fois, c'est vraiment essentiel que nos agences soient le mieux protégées possible. Et c'est bien que la collectivité s'en préoccupe parce que quelquefois, individuellement, les gens n'y pensent pas ou omettent. Et puis, c'est quand ils se trouvent dans la mauvaise situation qu'ils se le reprochent amèrement. Donc, on ne voudrait pas que nos agents soient confrontés à de telles situations. Voilà, donc je soumets à votre sagacité s'il y a des questions ou observations sur ce point. Je pense qu'on peut être là aussi unanime sur cette nécessité d'apporter le meilleur de la protection santé à nos agents. S'il n'y a pas de commentaire, je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien, adopté à l'unanimité. Et je donne la parole maintenant à Alexia Lerouillet, qui va nous parler de la mise en place d'un projet éducatif territorial. La ville de Publier est signataire d'un projet éducatif territorial, le PEDT, intégrant un plan mercredi dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2025. Les services de l'État proposent de signer un avenant d'1 année à la convention relative à la mise en place d'un PEDT entre la commune, la direction des services de l'éducation nationale, le préfet de Haute-Savoie et la caisse d'allocation familiale, afin de faciliter l'évaluation des projets en cours et permettre d'entamer une réflexion locale sur son évolution. Au vu des échéances électorales de mars 2026, il est proposé au conseil municipal de signer cet avenant afin de prolonger le PEDT actuel d'1 année. Monsieur le maire. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie et je donne la parole à Georges Barthes pour l'urbanisme. Donc, les travaux de la résidence L'Émanescence, 6 route du Meutet, sont désormais achevés. Il s'agit des 2 immeubles Capelli, au coin de l'avenue de la route de la Drance et de la rue du Vieux-Meutet. Toutefois, il apparaît opportun de modifier le positionnement de la clôture en vue d'améliorer la visibilité à l'intersection entre la route du Vieux-Meutet et la route de la Drance. Il y a effectivement très peu de visibilité. Le promoteur de l'opération, puis le syndicat des copropriétaires, qui a pris le relais à la suite de l'achèvement des travaux, ont accepté de céder gracieusement l'emprise nécessaire représentant une superficie de 26 mètres carrés. Il est précisé que sa valeur n'a pas été estimée par les domaines, car inférieure au seuil de consultation fixé à 180 000 €. C'était 0 € pour la commune. L'acte d'acquisition sera établi par le cabinet Canel, géomètre expert, en la forme d'un acte administratif aux frais de la collectivité. Le conseil municipal est invité d'accepter l'acquisition à l'euro symbolique d'une fraction de la parcelle cadastrée, donc AD 450, selon le plan que vous avez dû voir, en vue de son incorporation dans le domaine public. Monsieur le maire. Bien, s'agissant d'un euro symbolique, je pense qu'on peut faire cet effort. Je soumets, je ne pense pas qu'il y ait de questions ou de remarques particulières. Donc je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On poursuit sur l'urbanisme avec la suivante. Oui. Donc l'article L 2241-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2000 habitants, ce qui est notre cas, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal.
Ce bilan est annexé au compte financier unique de la commune et vous l'avez également en annexe de ce document. Le conseil municipal est donc invité à se prononcer sur le bilan 2024 si après annexé. Je vais vous le mettre à l'écran. Il y a deux éléments importants. C'est l'acquisition par la commune du fonds et de l'immeuble de l'Albertine dans le cadre d'un futur aménagement du chef-lieu. Et puis après, c'est des petites choses. Après, il y a un autre élément important, c'était l'acquisition d'une parcelle située entre la rue du Port et la future maison médicale qui va nous permettre donc de réaliser un parking et l'accès à la maison médicale et aux écoles. Après, ce sont des petites choses un peu plus symboliques. Monsieur le maire. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Oui, Jean-Marc. L'acquisition dont tu viens de parler, Georges, donc rue du Port, c'était pas déjà un emplacement réservé par la commune? C'était la propriété Barras. Hein, propriété Barras, c'est sur la fiche que Oui. tu avais, que tu as. Oui. C'est une acquisition de gré à gré. Oui, il n'y avait pas un emplacement réservé dessus, non? Non? Pas que je sache. Pas que je sache. Non. Non. Et je rappelle que dans les projets antérieurs, c'était déjà prévu comme ça. Hein, donc on est dans la logique. Hein, on reste dans la logique. Oui. Voilà. Très bien. Pas d'autres remarques ou questions. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On va passer à la dernière délibération de la soirée. Je vous demanderai de prendre celle qui est posée sur table parce qu'il y a une petite modification par rapport à celle qui vous a été présentée. Donc c'est une délibération qui est importante. Elle est importante parce qu'il s'agit du domaine public fluvial, bien sûr, mais elle est importante aussi parce qu'elle concerne toutes les communes riveraines du Léman. Hein. Donc je crois que plus que jamais, dans ce domaine, l'union fait la force. Donc la commune, comme vous le savez, est riveraine du domaine public fluvial, constitué notamment d'un port de plaisance et d'un débarcadère public à Amphion, géré par l'État sous forme de concession cinquantenaire. Cette concession arrive à échéance au 31 décembre 2026. Et on le sait un peu moins, mais on est aussi propriétaire du port au lieu dit le Motet. Hein. Oui. 31 décembre 2026. Oui, c'est le deuxième. Et d'un port, donc un port au lieu dit le Motet, un port au lieu dit le Motet, géré également par l'État sous forme de concession biannuelle qui, elle, arrive à échéance au 31 décembre 2025. Le droit de concession oblige à des mises en concurrence régulières. Rien ne garantit que la collectivité puisse être régulièrement titulaire de ces concessions. Dit autrement, ça veut dire que des personnes privées, des sociétés ou toute autre structure peuvent se voir attribuer la concession, ce qui ferait perdre en grande partie la maîtrise de ce site public par la commune. L'imbrication du domaine public de l'État et du domaine public de la commune également est source potentielle de difficultés. Il paraîtrait cohérent que la commune puisse devenir pleine propriété de la totalité du domaine public fluvial, de manière à assurer une véritable efficacité dans la gestion et le développement des sites. La commune entend ainsi entrer en pleine propriété de ces ports pour assurer une gestion optimisée et plus globalement pour permettre une gestion patrimoniale avisée et dynamique. Alors, ça, c'était la version antérieure. La commune entend entrer en pleine propriété de l'ensemble de son littoral lacustre pour permettre une gestion patrimoniale avisée et dynamique. C'est l'ensemble du littoral. Le droit permet une telle approche à travers l'article L3113-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. Cet article dispose que les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales de la part de l'État ou d'une autre personne publique peuvent être opérés à la demande de l'Assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement
Ils sont à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du Code général des impôts ou honoraires. Toutefois, les parties de cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau inclus dans le périmètre d'une concession accordée par l'État au titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique ne peuvent pas faire l'objet d'un transfert de propriété au profit des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Ces transferts s'opèrent en priorité au profit de la région ou du groupement de régions territorialement compétents qui en fait la demande. Lorsque d'autres collectivités ou groupements de collectivités territorialement compétents souhaitent bénéficier d'un tel transfert, leurs demandes sont transmises pour avis à la région. C'est la procédure que nous allons suivre. Ils peuvent bénéficier de ce transfert si, à l'issue d'un délai de 6 mois, à compter de la saisine pour avis, la région territorialement compétente n'a pas elle-même formulé la demande. Le transfert est refusé si la cohérence hydraulique ne peut pas être assurée ou dans le cadre d'une demande de transfert portant sur un port intérieur situé sur une voie non transférable, s'il risque de compromettre le développement du transport de fret fluvial. La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaires du transfert succède dans l'ensemble des droits et obligations à l'égard des tiers à la personne publique gestionnaire de ce domaine avant la date du transfert. Donc actuellement l'État. Pour l'application du présent article, le représentant de l'État dans le département communique aux collectivités territoriales ou aux groupements intéressés qui en font la demande toutes les informations dont il dispose sur le domaine public fluvial susceptibles de leur être transférées dans un délai de 6 mois. Il a sorti ces informations d'un diagnostic portant sur la faisabilité et le coût de l'enlèvement des sédiments, ainsi que d'une analyse sur leur nature. Ainsi, à partir du moment où la cohérence hydraulique n'est pas menacée, ce qui est notre cas, l'État doit transférer la pleine propriété du domaine public fluvial. La région disposera d'un droit de priorité pendant une durée de 6 mois, à compter de l'avis qui sera donné par l'État du projet d'acquisition du domaine public fluvial par la commune. Il convient donc d'ores et déjà de lever cette question en interrogeant la région sur ses intentions. À l'issue de cette opération, et gratuitement, la commune deviendra propriétaire de l'ensemble du domaine public fluvial au droit du territoire communal, à la limite de la commune qui fait foi. C'est une opération tout à fait favorable aux intérêts de la collectivité, qui s'enrichit sans bourse déliée et qui trouve ainsi une capacité de gestion, soit en direct, soit par voie de concession, de ce qui deviendra alors son domaine public fluvial. Le conseil municipal est donc invité à approuver la demande de transfert de propriété de la totalité du domaine public fluvial au droit du territoire communal. Étant entendu que, comme je vous l'ai dit, toutes les communes riveraines, de Champs-sur-Léman à Saint-Gingolph, vont procéder à la même délibération, chacune une par une, et que quand toutes ces délibérations ont été réunies, nous saisirons la région et l'État. Est-ce que ça soulève des questions, des commentaires? Oui, Elisabeth? Alors oui, une question. Bon, cette délégation s'arrête en 2026. Oui. Et 25, oui. Sur les deux. Oui. Quel est l'intérêt de l'État de laisser tout d'un coup de changer la donne et se dire, parce que vous dites que, tu dis pardon, que ça pourrait être si les communes ne se positionnent pas, ça pourrait être repris par quelqu'un qui pourrait, je veux pas jouer l'oiseau de mauvais augure, mais si je sais pas, un fonds privé achetait. Qu'est-ce qui donnerait la priorité à la commune? Alors, bon... Je ne sais pas si j'ai été claire, mais... Oui. D'une part, l'État spontanément ne demande pas de porter candidat. Au contraire, c'est nous qui avons pris cette initiative. Donc, nous avons recherché toutes les solutions, parce que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on voyait la fin de ces concessions. Après, je suis désolé de le dire, mais la présence et la vigilance de l'État sur le littoral laisse un peu à désirer, parce que l'État n'a pas forcément les moyens.
d'assurer la gestion du littoral. Donc, et nous savons quel est notre intérêt de gérer notre littoral, parce que nous sommes tout le temps là. Nous savons de quoi il est fait notre littoral, nous le connaissons, et nous en connaissons la richesse et aussi la fragilité. Donc, c'est important que cette initiative, d'autres communes ont encore plus d'intérêt que nous à pousser cette proposition, parce que leur port est beaucoup plus important que nous et beaucoup plus, on va dire, lucratif pour les budgets communaux. Donc, à la limite, pour la commune du Publier, notre budget, nous, n'est pas à l'équilibre. Vous le savez, bon, même si c'est pas un grand déséquilibre, mais il n'est pas à l'équilibre. Donc, mais pour autant, c'est pour moi essentiel que la commune prenne la maîtrise de son rivage. Et c'est aussi essentiel que l'on parle d'une seule voix pour tout le Chablais lémanique. Donc ça, je crois que tout le monde l'a bien compris. Après, l'État n'a pas la possibilité de s'opposer à notre démarche. Donc, la seule structure qui peut éventuellement, c'est la région, qui peut dire, ben moi, écoutez, ça m'intéresse de prendre la gestion. Donc, je ne pense pas que ça soit forcément le souhait de la région aujourd'hui. En tout cas, elle sera saisie et elle sera exprimée. Et dès lors que la région nous fait savoir qu'elle n'est pas intéressée pour prendre cette gestion, de facto, elle reviendra aux collectivités locales. Voilà, c'est le processus. Et donc, toutes les communes voisines sont amenées à délibérer là, dans le mois et demi, dans le mois qui suit, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça nous permet quand même d'espérer, par cette voie-là, équilibrer le budget portuaire sans être obligé d'étendre, forcément, puisqu'on intégrerait des anneaux qui aujourd'hui ne sont pas comptabilisés dans le port. Les ports privés, les privés entretiennent, sont propriétaires de leurs anneaux, mais ils versent une subvention à l'État. Donc cette subvention viendra pour une fois à la commune. Voilà. Donc je pense que là-dessus, on ne peut que s'en réjouir et souhaiter que la démarche aille jusqu'au bout. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, de remarques, je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie et je crois que nous en avons terminé pour ce conseil municipal. Alors, ce qui n'est pas si mal que ça pour le vote d'un budget. Si je me réfère au conseil communautaire de la semaine dernière, nous avons passé 4 heures. Voilà. Bien, merci en tout cas de tout ce que vous faites pour la commune. Merci.